À l'âge de 62 ans, quand j'ai commencé le médical, j'ai décidé de le faire chez moi. Ça fait 60 ans que je vis dans la région, donc je suis bien ancré dans la région. Alors, j'ai fait tranquillement ma transition en région, puis à un certain moment donné, j'ai fait même les communions, tout ça. Et quand on me disait, « Ce serait bien mieux de t'en venir à Montréal », ça t'as peu, là. Je me suis caché, j'ai menti à tout le monde pendant 60 ans, puis là, je vais m'expatrier à l'extérieur de la région, aller me cacher pour plus être caché. C'est contradictoire. Dans cet épisode, nous visiterons le Saguenay, l'Abitibi-Témiscamingue et l'Outaouais pour en apprendre plus sur l'identité de genre, l'accès aux soins transaffirmatifs en région et les personnes qui en ont recours. Bienvenue à Ensemble pour tous. Dans cette série balado, Fierté Montréal vous propose un road trip partout au Québec pour discuter avec des gens de la communauté sur les réalités d'ESLGBTQIA+. Je m'appelle Coco Béliveau, humoriste et adepte de carnaval. Assurez-vous que vos bras et vos jambes soient bien rangés dans le manège. On part. Oui! Salut, moi c'est Carl Giroux. Je suis animateur à la radio. Je suis aussi un homme trans de 33 ans qui vient de l'Outaouais. Puis j'ai la chance que ma transition se passe super bien. Notre pérégrination débute en Outaouais, où nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec l'animateur Carl Giroux au sujet de sa transition à la Vin Diesel, rapide et publique. Le début de ma transition, ça s'est échelonné pas mal sur bien des années, dans le sens où il y a eu une période de ma vie dans la vingtaine où j'ai comme flirté avec l'idée de faire une transition, mais j'ai peut-être pas choisi les bonnes personnes à qui en parler parce qu'on n'est pas outillé à répondre à quelqu'un qui se pose des questions sur son identité de genre. Ça n'a pas été super bien reçu, puis je me suis refermée avec cette idée-là. J'ai caché ça dans une petite boîte, puis là, c'est ressorti dans ma trentaine, début trentaine, où, à un moment donné, c'est devenu une urgence, c'est devenu quelque chose de vital. Il fallait faire une transition parce que la façon dont ma vie se déroulait, ça pouvait pas continuer comme ça. Je pouvais pas vivre cette fausse vie-là. J'avais l'impression vraiment que c'était comme pas ma vie que j'étais en train de vivre. Fait que j'en ai parlé avec ma blonde, qui a été vraiment d'une écoute impressionnante, puis qui m'a reflété beaucoup de choses, qui m'a laissé toute la place là-dedans à avoir la réflexion. Puis là, il fallait que les choses avancent rapidement. Il y a eu une coupe de cheveux, il y a eu un changement drastique au niveau vestimentaire. Toutes les choses sur lesquelles j'avais du contrôle, des choses qui se faisaient rapidement. J'ai même fait rapidement un coming out, autant pour ma famille que public, parce que je suis animateur à la radio. Fait que les choses sont allées assez vite, là. T'es un peu laissé à toi-même au début quand tu t'amorces une transition. Fait que là, tu regardes au niveau des soins transaffirmatifs, puis là, t'essaies de... Tu sais, ça se passe sur Google, là, c'est entre toi et Google, ta transition au début. J'ai eu la chance de tomber sur un organisme qui s'appelle Trans-Outaouais qui a créé une liste de toutes les ressources qu'il y a dans la région. Fait que j'ai commencé par vouloir voir un endocrinologue pour avoir l'hormonothérapie, qui était pour moi la priorité. Il fallait que mon corps commence à changer, tu sais. Fait que à l'époque, ça fait pas longtemps, là, il y a 1 an, il y avait une clinique qui s'appelait la clinique Santé et Sexualité du Plateau, où il y avait un endocrinologue qui se spécialisait dans les transitions. Donc, j'ai pris rendez-vous. Ça me prenait une lettre d'un psychologue pour attester que... un peu donner raison à mon processus, là. Puis, ça s'est fait vraiment rapidement et simplement, l'accès aux soins. Mais cette clinique-là s'est fermée récemment. Je continue quand même d'avoir le suivi avec mon endocrinologue qui a changé de clinique, mais c'est plus comme ouvertement. Je pense pas qu'il prend de nouveaux patients.
Fait que j'ai la chance quand même de continuer d'avoir le service, mais je pense aux personnes pour qui la transition débute maintenant en Outaouais, c'est comme un service de moins en première ligne, là. Fait que à ce niveau-là, moi, ça a bien été. J'ai été comme chanceux dans ce processus-là. Après ça, il fallait que je présente une lettre d'un psychologue. Ça, c'est le côté que je trouve un peu dommage de la chose, dans le sens où, tu sais, c'est comme mon propre besoin n'est pas valide par lui-même. Il faut que quelqu'un seconde mon besoin. Puis, tu sais, pour moi, c'était possible de voir une psychologue, j'ai des assurances, puis tout ça. Mais je pense aux personnes pour qui n'ont pas les besoins de... C'est quand même cher, là, voir un psychologue aujourd'hui. Puis, c'est pas donné à tout le monde, là. C'est facilement 150 $, même pour une première séance. D'habitude, c'est plus cher. Fait que ça multiplie le nombre de personnes à qui tu dois faire un coming out. T'sais. Tu dois encore rencontrer quelqu'un pour dire je suis trans. Fait qu'il y a ça. C'est pas évident de rediriger les gens qui me posent des questions vers des services en Outaouais parce que il y a tellement un minimum de soins en Outaouais. C'est juste à peine qu'il y a une personne qui fait chaque chose, on dirait. Que quand il y a des gens, des fois, qui me posent des questions sur des services ou je suis membre d'un groupe sur Facebook c'est par Trans Outaouais, en fait. C'est genre une communauté des personnes trans en Outaouais. Puis, j'ai vu récemment une personne poser une question par rapport à l'hormonothérapie. Pour avoir accès à l'hormonothérapie, la personne devait avoir une lettre d'un psychologue. Et là, la liste des psychologues qui offre ce service-là en Outaouais était pas à jour chez Trans Outaouais. Et là, on avait de la misère, tout le monde ensemble essayait de trouver quelqu'un. Puis on avait de la misère à trouver un nom. Ah non, cette personne-là est en maladie. Ah non, cette personne-là, elle a arrêté. Fait que, tu sais, moi, je me mets à la place de cette personne-là qui commence. Puis c'est juste la première étape, t'as déjà un obstacle, là. Pour beaucoup, le premier contact au sujet de l'identité de genre est fait via Internet. Pour celles qui rêvent du contact humain que l'écran ne peut pas offrir, même si ChatGPT peut dépanner un besoin de socialisation urgent, il existe Amélie Sauvé, sexologue spécialisée en santé transsexuelle à Chelsea. Elle travaille avec des ados de la région de l'Outaouais depuis maintenant 5 ans. J'ai été approchée par une psychologue de la région, Diane Blanchette, dans les dernières années. Puis, elle m'a un peu suppliée ou elle m'a exposé la situation là, du manque d'accès aux ressources pour les personnes trans et non-binaires de la région. Je me suis dit pourquoi pas. Donc, je suis allée suivre une formation de 4 jours à Montréal qui est donnée par Françoise Susset, là, qui est une spécialiste quand même assez connue au Québec. Donc, j'ai suivi 4 jours de formation. Je suis revenue à Gatineau, puis là, j'ai commencé tranquillement à intervenir auprès de cette clientèle-là. Puis, j'ai eu vraiment un coup de cœur. Puis, depuis les 2 dernières années, là, je ne vois que des ados, des enfants, des familles, des adultes qui gravitent là, dans la diversité de genre. L'accès aux services pour la population trans et non-binaire de la région, c'est très limité. C'est-à-dire qu'on manque criant de ressources à différents niveaux aussi. Je suis pas mal certaine qu'il y a d'autres régions à travers le Québec là, qui vivent des défis semblables. Moi, je suis plus spécialiste dans la région parce que c'est plus ici que je travaille. Donc, je me suis un peu basée là, sur la liste des professionnels transaffirmatifs du Québec. Puis, je suis allée, qui est disponible là, sur l'Institut de la santé trans sur Internet. Puis ça répertorie tous les professionnels qui sont formés en approche transaffirmative, donc qui sont sensibilisés, qui sont sensibles là, aux besoins des personnes trans et non-binaires. Donc, j'en ai compté 13 dans la région de Gatineau et Ottawa. Donc, il y en a beaucoup qui sont à Ottawa. Ce sont majoritairement toutes des prises en charge dans le privé. Il existe très peu de ressources et de professionnels sensibilisés à cet effet-là dans les services publics. Donc, c'est qui dit privé, qui dit ça coûte des sous. Au niveau de l'accès à tout ce qui est médecin,
pour prescription de l'hormonothérapie, des bloqueurs pour les enfants et des trucs comme ça. C'est là qu'on fait pitié. C'est là qu'on fait pitié parce qu'avant, on avait 2 médecins, ce qui n'était pas énorme déjà, qui étaient ouverts et qui acceptaient de prescrire hormonothérapie bloqueur. Maintenant, on en a juste un. On en a juste un. On en a malheureusement perdu un en début d'année cette année. Puis, avant, on avait le CHIO, le Centre hospitalier pour les enfants de l'Ontario, qui ont une clinique de diversité des genres, donc qui acceptait des enfants, des ados du côté du Québec, mais malheureusement, c'est plus le cas aujourd'hui. Donc, tout ce qui est, c'est ça, hormonothérapie bloquante doit passer par le seul et unique médecin. Sinon, il faut les envoyer à Montréal, comme à Sainte-Justine, ou des cliniques qui sont plus spécialisées à ce niveau-là. Au niveau des chirurgies, on oublie ça. C'est tout à Montréal que ça se passe. Donc, tout ce qui est chirurgie d'affirmation de genre, c'est tout à la clinique GRS de Montréal, là, qui sont spécialisés à ce niveau-là. Donc, ça donne un effet un peu... c'est ça, c'est un effet où est-ce que les gens ne savent pas trop où se tourner, qu'est-ce qui sont les services qui sont accessibles à eux. Donc c'est ça, c'est des gros enjeux là, dans la région ici. Pour que nous, on puisse rédiger une lettre de support qui dit « Oui, c'est correct, j'ai évalué la personne incapable de me donner son consentement éclairé, donc c'est une bonne idée d'aller vers la chirurgie ou l'hormonothérapie ou quoi que ce soit. » Ce qui fait de nous des espèces de gatekeepers, si on veut. Le gatekeeping, c'est en fait lorsque les professionnels de la santé vont placer des obstacles qui sont inutiles et injustes dans l'accessibilité aux soins. C'est-à-dire, si moi, je ne rédige pas la lettre, eux, ils n'ont pas accès au service. Ce qui fait qu'ils sont obligatoirement obligés de débourser des sous s'ils vont consulter dans le public, ce qui est majoritairement les cas, pour que nous, on puisse rédiger la lettre. Donc, nous, on n'aime pas, en fait, beaucoup de professionnels dans ma situation, on n'aime pas trop ça parce que c'est comme ça donne l'obligation de la personne d'aller se faire évaluer psychologiquement et mentalement pour essayer de prouver, en fait, son identité de genre pour que le professionnel des services sociaux dise « OK, c'est beau, oui, on te donne accès ». Donc, c'est vraiment un enjeu qui est particulier, cette espèce de nécessité de l'être, alors qu'on travaille, qu'on devrait plutôt travailler avec une approche de consentement éclairé. Pour accéder aux soins transaffirmatifs, il y a une série de barrières et d'obstacles à enjamber et sur laquelle lancer de l'argent avant d'arriver au début de ce qui est déjà un long parcours. Pour établir le chemin à prendre, les spécialistes utilisent ce qu'on appelle le consentement éclairé. Bien, en fait, le consentement éclairé, ça vient un peu de l'approche avec laquelle on travaille. On travaille avec une approche qui est transaffirmative. Donc, ça se base sur 3 principes essentiels, OK? C'est, premièrement, une vision non-binaire de l'identité de genre et non pathologisante. Donc, on voit pas ça comme un trouble, mais bien comme une réalité. Puis, en fait, il y a aussi le consentement éclairé puis l'autodétermination. Donc, qu'est-ce que c'est, en fait? Ben là, c'est sûr que la vision non-binaire, c'est de considérer qu'il y a plus que garçons et filles, qu'il y a plus que le noir ou le blanc, donc de considérer qu'il y a des belles nuances de gris puis que, en fait, ça peut varier, c'est fluide, et etc. Donc, ça, c'est vraiment la vision non-binaire. Le consentement éclairé, de la façon qu'on fonctionne, c'est que on veut s'assurer que le client qu'on a en face de nous va avoir toutes les informations nécessaires pour être capable de prendre une décision qui va être éclairée pour lui, puis pour lui ou elle, ou qui va, en fait, qui va venir bien répondre à ses besoins-là. Donc, on fait beaucoup d'éducation, en fait, quand on intervient, parce qu'il faut donner les faits. Il faut donner les faits, oui, pour les bénéfices que ça peut apporter, au niveau de l'estime, au niveau de la confiance en soi, au niveau donc tous les bénéfices au niveau psychologique, mais il faut aussi parler des risques. Il faut aussi parler de si jamais ça fonctionne pas, si c'est pas les résultats que tu attendais, etc. Donc, on essaye de préparer la personne autant avec le positif qu'avec les côtés plus négatifs.
C'est sûr que si on parle d'hormonothérapie et tout ça, c'est du médical. Donc, qui dit médical, il y a des effets secondaires possibles à des Advil. Donc, on peut s'imaginer qu'il y a des effets possibles secondaires à de l'hormonothérapie aussi. Donc, il faut que le client soit en mesure d'avoir vraiment toutes ces informations-là pour être capable de faire un choix qui est éclairé. Donc, c'est ça, en fait. C'est vraiment un processus décisionnel qui va éclairer, instruire et soutenir les patients dans leur transition. Puis, si je peux finir avec le troisième élément important, c'est l'autodétermination. L'autodétermination, c'est quoi? En fait, c'est que le client est spécialiste de sa réalité. Que moi, en tant que femme cisgenre, c'est-à-dire que pour moi, mon identité de genre, le sexe assigné à la naissance et mon expression de genre fait que je suis une fille. Je m'identifie au fait d'être fille. Je le sais, c'est profond, c'est à l'intérieur de moi. Je suis spécialiste de ma réalité. Donc, je peux pas essayer de comprendre une réalité que je vis pas. Donc, moi, c'est mon client qui est spécialiste de sa réalité, qui est l'expert de son vécu. Comprendre son identité de genre peut être aussi simple que de respirer. Malheureusement, je suis asthmatique. De plus, les ressources pour les soins transaffirmatifs sont peu nombreuses en région. C'est ce que constatent Zoé Gagnon et Julie Fortier de la Coalition à la diversité sexuelle d'Abitibi-Témiscamingue. Bien, c'est sûr que ici en région, on n'a pas accès nécessairement aussi aux endocrinologues, ces choses-là, aussi sexologues. Au niveau pour les ados, c'est ça, on a un pédiatre là, qui est spécialisé pour le suivi des personnes trans pour les ados. Puis on a un médecin aussi qui s'occupe là, pour le côté adulte. Malheureusement, c'est 2 personnes qui vont éventuellement prendre leur retraite ou qui vont lâcher, puis il n'y a pas de relève. Fait que c'est sûr que pour le moment, on réussit à avoir des suivis malgré les délais qui sont quand même longs. Dû à on a quand même beaucoup là, en région, là, au niveau dans les écoles. Là, c'est une bonne dizaine de jeunes au niveau de la diversité des genres là, qui sont pratiquement une dizaine dans chaque école. C'est pour au niveau de l'accompagnement psychosocial, médical, je crois que ça va quand même assez bien. On n'a pas vraiment de retour là-dessus. La problématique, c'est les écoles. C'est beaucoup plus au niveau de l'accueil de la transidentité, de la non-binarité dans les écoles, où ce que là, on a beaucoup... on voit que c'est quand même assez réfractaire. On a souvent des commentaires, ça passe pour des caprices. Ils vont demander l'opinion des autres parents quand il n'y a pas d'opinion à avoir sur l'existence d'une personne puis l'accès au vestiaire. Je te dirais, au niveau de la communauté, c'est pas tant au niveau des suivis, mais c'est plus au niveau de l'acceptabilité au niveau des jeunes dans les écoles, qui est très difficile. Ils ne veulent pas nécessairement prendre de position, ou il faut qu'ils se montent des comités par-dessus comités. Puis ça reste qu'il y a quand même, depuis 2017, qu'il y a des rapports qui sont faits, puis il y a des recommandations qui sont faites pour les commissions scolaires pour accompagner les jeunes trans. Mais malheureusement, on dirait que c'est une patate chaude, ils veulent pas toucher à ça, ou on va refaire un comité par-dessus comité, revoir comment eux autres peuvent faire les processus. Je te dirais, de ce que moi je ressens dans les présentations qu'on fait, c'est les jeunes qu'on rencontre, les jeunes que je rencontre, ou les adultes aussi, c'est pas tant au niveau de la transition comme telle médicale ou psychosociale, la problématique, c'est vraiment au niveau social, au niveau des écoles. Moi, en tant qu'adulte, en général, ça va quand même bien là, dans la vie de tous les jours, dépendant ces choses-là. Ça va bien, mais c'est vraiment là, ce qu'on ressent, c'est vraiment la détresse au niveau des jeunes. Les idées suicidaires aussi qui montent. On rencontre des jeunes qui sont comme dépassés, ils se font dire des choses extrêmement violentes. On pourrait facilement être porté à croire que les personnes trans se retrouvent tous dans les grandes métropoles, à une station de métro pas plus de l'endocrinologue le plus dispendieux. Mais ne vous laissez pas berner. Ce que je viens d'employer présentement, c'est du sarcasme. Et c'est en fait pas du tout le cas. Chez les jeunes, surtout, les besoins en région sont nombreux. Et les ados, inventeurs de la dérision et du sarcasme que je viens moi-même d'utiliser, sont les plus à risque de vivre de l'intimidation. En tout cas, moi, de ce que j'ai ressenti dans la dernière année, c'est ça. Même nous autres, dans nos kiosques, on se fait harceler, on se fait intimider par des jeunes dans les écoles. Fait que puis les commissions scolaires n'ont pas l'air à savoir quoi faire avec ça. Là. Ça va, c'est des jeunes, ça va passer. Je pense pas, non. Ça marche pas comme ça.
pour bien accompagner, intégrer un ou une jeune qui fait une transition de genre dans une école, que ce soit une école primaire ou une école secondaire, on a fait un petit résumé de tous les documents qui existent déjà, mais il y a déjà plusieurs commissions scolaires qui en ont fait un à leur couleur. Mais tu sais, le fond reste le même dans toutes les écoles, même dans une entreprise. En fait, le mot d'ordre qu'il faudrait retenir, c'est vraiment juste respect. Tu sais, si on part de ça, après ça, tout découle. Puis c'est vraiment d'y aller avec ce que la personne a besoin. Tu sais, c'est souvent de changer le nom, le prénom dans les formulaires. Ça prend 5 minutes, c'est fait, tu sais. Si le formulaire n'est pas fait pour ça, faire des modifications, mais il y a moyen de, sur le dossier, coller un post-it. Tu sais, il y a plein de petits trucs de bureau qui se vendent là, pour coller, pour mettre dans des dossiers, pour modifier. Fait que, tu sais, toute la technologie est là pour le faire. On n'a pas besoin non plus, quand c'est une nouvelle école, on n'a pas besoin de savoir le parcours, de savoir le passé de cet enfant-là. Mais là, souvent, c'est ça, il y a comme une curiosité qui s'installe, il y a comme... Les gens veulent savoir, veulent comprendre, mais c'est pas à nous à comprendre. Là. Nous, on a juste à appliquer ce qu'il faut pour que la personne soit respectée puis que ses besoins soient comblés. Puis on voit ça souvent comme quelque chose de super compliqué, mais ça pourrait être tellement simple si on vient juste aux besoins de la personne sans chercher à comprendre. Je pense que les gens, c'est ça, ils ont trop besoin de comprendre pourquoi ce besoin-là existe, alors qu'on n'a pas besoin, tu sais, dans plein d'autres situations, tu sais, c'est un parallèle un peu boboche, là, en bon français, mais tu sais, quelqu'un qui a besoin d'un appareil ou pour combler un handicap X, on va pas se questionner pourquoi cette personne-là a besoin d'avoir une rampe d'accès pour son fauteuil roulant. On va lui offrir, tu sais. On questionne pas le pourquoi. Ben, ça devrait être la même chose avec l'accompagnement des personnes trans, là. Je pense qu'il y a vraiment un mur administratif de par une espèce de curiosité, justement, ou un désir pas de comprendre, mais ben oui, peut-être ça vient de... Je pense que vraiment, à la base, ça vient d'une non-compréhension ou de méconnaissance. Tel l'Ouroboros, ça c'est le serpent qui mange sa propre queue, pour celles qui ne sont pas adeptes des métaphores de reptiles, les écoles devraient s'inspirer de leurs propres mesures adaptatives déjà mises en place pour les jeunes de différents backgrounds neuropsychologiques, pour instaurer des mesures claires pour aider les jeunes en transition dans les écoles. Tu sais, l'adaptation pour X besoins d'un enfant, exemple, qui a un TDAH puis qui doit avoir des mesures pour pallier à certains besoins, ben tu sais, l'enseignante qui va recevoir cet enfant-là dans son local va appliquer ces mesures-là, va mettre en place ce qu'il a besoin pour pouvoir bien l'accompagner sans chercher. Il ne voudra pas avoir le parcours de l'enfant, puis pourquoi l'enfant a cette problématique-là, puis est-ce que ses parents l'ont bien accompagné. Tu sais, on va juste prendre l'enfant où il est, puis on va l'accompagner avec les moyens qu'on a décidé qu'on lui offrait pour que ça se passe mieux. Tu sais. Alors que dans le cas des enfants trans, ben là, on se rend compte que là, ils veulent essayer d'aller chercher à la source, alors que non, on n'a pas besoin, tu sais. On entend souvent, ah ouais, mais là, toutes les jeunes à cette heure, ils disent qu'ils sont non-binaires, tu sais, ou toutes les jeunes, ou tout, tu sais. Il y a vraiment une espèce de globalisation de ce sujet-là, on dirait, puis souvent, on dirait que les adultes, ils voient ça comme quelque chose d'éphémère ou de passager, ou puis quelque chose qui serait très contraignant, tu sais, comme si l'enfant ou l'ado, tu sais, c'est sûr que c'est beaucoup plus des ados là, qui vont amorcer quand même des transitions dans les écoles secondaires. Comme justement, si cette personne-là n'était pas capable de savoir ce qu'elle avait besoin, tu sais, parce qu'elle est trop jeune, ou tu sais, fait que ça, il y a encore là l'espèce de hiérarchie entre les adultes et les enfants. Les ados, c'est correct, tu sais, oui, on a tous chacun nos responsabilités et nos tâches, mais en même temps, je pense que c'est jamais des questions qui sont prises à la... Tu sais, même les personnes qui le vivent, ils se disent pas « Ah, ouais, je vais essayer ça pour le fun de faire une transition dans mon école, juste voir si ça va être le fun. » Tu sais, c'est pas du tout, là, tu sais, les ados, les enfants qui vivent ça, souvent, malheureusement, ils sont pris avec beaucoup de questionnements, beaucoup de détresse. Donc, tu sais, c'est jamais des questionnements qui sont faits à la légère, ou c'est jamais des décisions qui sont prises pour le plaisir, là. C'est toujours en réponse à un besoin. Puis je pense que malheureusement, c'est ce que les adultes ont de la difficulté à avoir, les adultes qui accompagnent. Pas dans tous les cas, là, il y a des adultes formidables là, en région qui accompagnent les ados et les enfants, là. Mais c'est ça, les réticences qu'on sent, c'est ça, en fait. C'est,
T'sais, à 18 ans, une fois majeurs, ils pourront savoir ce qu'ils veulent, mais c'est pas une question de ce qu'ils veulent, c'est de ce qu'il y a besoin. Fait que c'est encore là, on s'éloigne du besoin, je pense. Puis on voit ça un peu comme des caprices, malheureusement. Quoique les transitions semblent peut-être plus présentes chez les ados et les jeunes adultes, c'est jamais trop tôt ou trop tard pour entreprendre les démarches désirées. C'est le cas de la très inspirante Madame Claude, qui a vécu sa transition dans la soixantaine, au Saguenay. Alors, je me présente, Madame Claude Amiot. Tout le monde m'appelle Madame Claude. Je suis de Chibcha, au Saguenay. En fait, Chibcha, c'est voisin de Jonquière. Je suis une femme de 68 ans. J'ai pris la décision de faire ma transition à l'âge de 61 ans et j'ai débuté la transition médicale à 62 ans. Je suis dans une chorale de retraités. Je ne suis pas retraité, mais... Et du jour au lendemain, je suis arrivé femme. Et je vais vous dire une affaire, l'accueil a été extraordinaire, très étonnant. Et je peux dire, je suis parti d'un ténor à Claude, qui est... Tout le monde m'appelle Claude, tout le monde m'appelle par mon prénom, tout le monde me discute. Maintenant, j'ai une personnalité, je suis quelqu'un. Avant ça, j'étais un ténor. Avec les ténors, là, tout le monde me connaît, tout le monde s'intéresse à moi. J'ai un accueil extraordinaire. Et ça a été quand même pas mal ça. Même des anciens amis que ça fait 15 ans, 20 ans que je n'ai pas vus, quand ils me voient, sont étonnés, sont même fiers de qui je suis. Je suis fier de qui je suis. Ça, c'est important d'être fier. Puis moi, je n'ai pas le problème avec le regard des autres. OK, par exemple, au travail, ça a pris quand même un certain temps de négociation, là. Puis il fallait que je sois prête physiquement aussi. Le temps que la barbe était là, il n'était pas question d'aller faire un 8 heures de travail. Là. Ça, je ne pouvais pas. Fait que là, je vivais dans les deux genres. Mais même le travail, une fois que ça a été fait, écoute, j'ai fait ça faisait... En fait, j'ai commencé à travailler femme à ma 8e année de travail où je suis. Je suis représentante en porte et fenêtre et je vais chez les clients. Je suis la représentante sur la route. Et vous comprendrez que ce n'est pas tout le monde qui change toutes ses fenêtres en même temps. Il y a des clients que je revois. Je peux vous dire que là, je commence ma 4e année. 65, c'est ça, ma 4e année. Et jamais eu de commentaires négatifs, jamais eu de questions, rien. Les clients m'accueillent comme étant leur représentante, tout simplement. Il y a un E qui s'est ajouté aux représentants. Je suis encore la personne qui les sert correctement et je performe mieux qu'avant. Et on parle de Chibcha. Chibcha, c'était un petit village à l'époque, parce que c'était encore petit. Je vis en campagne. Alors, les voisins, on est tous éloignés et proches à la fois. On est un petit groupe. Je n'ai jamais compté, on a peut-être une trentaine de maisons où je suis situé. C'est plus gros que ça, Chibcha, mais moi, je suis installé dans une baie. Jamais personne n'a passé de commentaires. Les gens sont gentils. J'encourage les gens de ma génération, mes générations, là, les 50+, là, arrêtez de vivre enfermés. Venez nous trouver, venez vous libérer, parce que c'est une libération, faire une transition. Moi, je suis maintenant, actuellement, j'ai ma partie de vie la plus active que j'ai jamais eue. C'est vraiment, là, incroyable. Quand j'ai commencé les hormones, le 27 juin, pour être précise, moi, avant ça, là, jusqu'à l'âge de 6 ans, j'ai bien dormi. À partir du pensionnat, jusqu'à il y a 6 ans, jusqu'au 27 juin, il y a 6 ans, je ne dormais pas. Tellement qu'au pensionnat, la nuit, ça faut que je la compte, ça vaut 1000$. La nuit, écoute bien, là, il y a dans le temps, il y avait 2 dortoirs. Un pour les premières, deuxième, troisième années, puis un pour quatrième, cinquième, sixième. Je suis dans le dortoir de 1, 2, 3. La religieuse, la nuit, vers 3 heures du matin, faisait sa tournée pour s'assurer que les petits gars avaient les mains en dehors des draps. Mais quand arrivais à mon lit, je n'étais pas là.
J'étais derrière la toile, je regardais dehors. Je dormais pas. Juste avant que je commence les hormones, le soir, je me couchais avec pratiquement 1 litre d'eau, peut-être 1,5 litre d'eau à côté de moi, dans des bouteilles. Je me levais le matin, les bouteilles étaient vides. Le 27 juin, je prends mon premier traitement. Le soir, je m'en vais me coucher, je prends ma petite aspirine et la petite pilule pour le cholestérol. Je prends ma gorgée d'eau pour prendre ça. Le lendemain matin, je me suis levé, c'est tout ce qui manquait d'une bouteille. Alors ça, j'ai demandé à mon médecin de famille. C'est psychologique. Elle dit non, elle dit les hormones, c'est de la dynamite. Oui, on a des réactions, c'est normal, c'est tout un changement. Quand j'ai eu une carence en hormones, là, que je vous comptais un peu, là, que j'aurais pu être psychiatrisé, mais je savais que j'avais une carence, parce que j'avais des examens sanguins qui me donnaient des réponses, mais que les médecins chez nous regardaient les résultats, puis ils ne savaient pas quoi faire avec. Mais j'ai eu une carence, j'ai vécu une ménopause. Radicalement. J'étais en carence d'hormones. Puis oui, ça change des choses. Les personnes transmasculines vont dire qu'ils développent une certaine agressivité. En fait, si on y va facilement, là, les hormones, ça contrôle à peu près tout le corps. Si les hormones ne vont pas, le reste ne va pas. Puis je peux dire que j'ai commencé les hormones, puis à partir de ce moment-là, j'en avais plus honte de qui je suis. Même si Mme Claude peut vivre sa meilleure vie en région, les lacunes au niveau des ressources sont toujours ressenties. Beaucoup de professionnels de la santé ne sont tout simplement pas adéquatement préparés aux besoins des personnes trans. Malheureusement, on n'a aucun spécialiste vraiment là, qui prend en charge. Est-ce que c'est de la peur? Je ne sais pas, je n'ai jamais discuté avec les endocrinologues locaux, mais il y a effectivement une problématique. Et quand je parle avec les universitaires, il n'y a rien dans la formation des médecins, il n'y a rien dans la formation des praticiennes pour les former, pour les préparer. Parce qu'une praticienne pourrait s'occuper de moi aussi. Mais personne n'est préparé pour ça. Je vous ai parlé d'un médecin à Québec qui dit lui-même, je me suis formé sur le tas. Puis la majorité qui s'occupe des personnes trans, c'est beaucoup ça. Même chose si on parle de travailleurs sociaux, si on parle de psychologues, dans leurs cours, dans les cursus, il n'y a rien. Psychiatre aussi. Parce qu'une chose importante, si tu regardes dans les statistiques, les taux de suicide les plus élevés chez les personnes trans sont dans les 6 premiers mois où la personne a décidé de faire sa transition. Et qu'est-ce qui se passe dans les 6 premiers mois? Rien. Tu cours, c'est là qu'on nous appelle en pleurant. Tu veux avoir des hormones, etc. On cherche, on n'a pas de service, on ne peut pas voir un spécialiste, on ne peut pas. Fait que si en plus on en rajoute des couches, on provoque. Et là, on se ramasse avec des personnes qui font des dépressions, qui font des tentatives de suicide aussi, et qui, là, ont besoin de services psychologiques qui viennent engorger le système, que si on s'en était correctement occupé et rapidement, ce serait beaucoup de frais de moins. À un moment donné, on m'avait dit, ouais, mais vous savez, les personnes cardiaques, là, c'est beaucoup plus important, leur vie est en danger. J'avais répondu à ce médecin-là. J'ai dit, je vais vous dire quelque chose, moi. Votre personne cardiaque, elle tombe à terre, là, vous êtes encore capable de la sauver. Mais nos personnes, là, quand elles sont accrochées, c'est fini. J'ai dit, là, quand une personne décide d'entreprendre une transition, ce qui n'est pas simple, il y a urgence. On vient de peser sur un bouton rouge. Ça presse. Ça presse pour hier. C'est là que les personnes sont le plus en danger. C'est là qu'il faut s'en occuper. Et c'est là où se développe l'anxiété, etc. Donc, dans les services, ce n'est pas juste d'avoir des services efficaces, rapides. Les professionnels qui détiennent les outils nécessaires pour les personnes en détresse ne sont pas toujours accessibles, nous raconte Amélie Sauvé, à moins que la clientèle soit prête à débourser pour aller au privé. Malheureusement, certains soins sont seulement accessibles pour les Caitlyn Jenner de ce monde. Mais que peuvent faire celles qui ne font pas partie du club des médaillés olympiques millionnaires? Il y a une partie financière où est-ce que transitionner, non seulement
avoir accès à un professionnel, ça coûte des sous, mais après ça, transitionner peut être très onéreux. L'hormonothérapie, les bloqueurs, c'est couvert par la RAMQ. Les chirurgies d'affirmation de genre génitale sont couvertes par la RAMQ. Mais si on prend une femme trans, par exemple, donc c'est-à-dire une personne d'identité de genre assignée garçon à la naissance qui fait une transition pour une identité féminine, il y a énormément de choses qui sont pas couvertes par la RAMQ, qui sont des chirurgies d'affirmation de genre qui sont nécessaires. Ou qui sont souvent, en fait, non, pas nécessaires. Qui sont pas nécessaires, mais qui sont souvent souhaités chez la personne, puis qui n'y auront pas accès. Si on peut juste penser à l'ablation de la pomme d'Adam, tout ce qui est les traitements d'électrolyse, des traitements de laser pour contrôler la pilosité, les chirurgies de féminisation du visage, c'est des trucs qui coûtent excessivement cher et qui ne sont pas couvertes. Une augmentation mammaire, en fait, se faire poser une poitrine pour une femme trans, c'est pas couvert. Tandis qu'un homme trans, la mastectomie, donc l'ablation des seins va être couvert. Donc, il y a encore beaucoup d'inégalités là-dedans. Puis je pense qu'il y a, puis ça, c'est pas juste au niveau de la région, là, mais c'est vraiment au niveau de la province. Carl Giroux considère que l'accès à une psychologue a été grandement bénéfique pour lui lors de sa transition, mais est conscient que ce soutien précieux n'est pas accessible pour tous. Dans un monde idéal, tout le monde... dans un monde bien idéal, tout le monde aurait accès à un psychologue gratuitement dans le monde entier, là. Mais dans le monde de la transition, je pense qu'on devrait pouvoir avoir accès à des services psychologiques gratuitement parce qu'il y a tellement d'enjeux, il y a tellement... Comme personnellement, moi, je vois une psychologue, puis je la voyais même un petit peu avant de commencer ma transition, puis si j'enlève ce service-là de ma vie, ma transition n'est pas la même, là. T'as besoin d'avoir ce recul-là, d'avoir quelqu'un avec qui jongler tes doutes, tes idées. Puis tu sais, je sais que, par exemple, les gens qui sont victimes d'abus sexuels, certaines personnes peuvent avoir accès à des psychologues gratuitement, tout ça. Puis tu sais, c'est un peu le même principe dans le sens que tu traverses quelque chose de tellement immense. C'est tellement important d'avoir ce soutien-là. Là. C'est surtout que faire une transition, là, c'est comme toi contre le monde entier, on dirait. Tu sais, t'es seul. Tu sais, souvent, t'es la seule personne de ton entourage qui traverse ça. Fait que, tu sais, avec qui t'es supposé réfléchir, là, tu sais. Fait que je pense que ce serait vraiment, vraiment nécessaire pour tout le monde d'avoir un ou une psychologue, là. Malgré le manque de ressources pour les personnes trans en Outaouais, Carl se considère chanceux de vivre sa transition dans sa région, surtout vu l'ouverture d'esprit de son auditoire. J'aurais pas le choix de dire que l'Outaouais, c'est un endroit sécuritaire pour faire une transition parce que depuis le début, je suis dans la Ouate. Tu sais, c'est quand même particulier parce que là, j'ai fait un coming out public, tu sais, fait que j'ai lancé à plein d'inconnus à la radio que je suis trans, puis je n'ai reçu que du bon de ça, tu sais. Je reçois encore beaucoup de messages. Des fois, tu sais, il y a la messagerie texte à la radio, les auditeurs peuvent nous écrire à tout moment pendant notre émission, puis des fois, j'ai pas posé de questions, rien, là, puis il y a quelqu'un qui m'écrit, puis « Hey, salut, Carl, ta voix est rendue plus grave, c'est vraiment le fun, comment ça va ta transition? » Puis je me suis fait encore féliciter pour mon processus, puis j'ai eu une rencontre avec une auditrice cette semaine, puis elle est venue à la station chercher un cadeau avec ses enfants, puis un de ses enfants, il tripe vraiment sur moi, il m'aime vraiment comme animateur, puis la maman me disait que tu sais, les enfants avaient, je pense, 8 et 11 ans, puis elle dit, ils sont tous au courant de ton processus, ta transition, puis on trouve ça bien inspirant dans la famille, puis c'est pour les enfants, ah oui, c'est ça qui est ça, puis ils sont ouverts naturels. Tu sais, les enfants sont pas remplis toujours de préjugés puis de tout ça. Fait que ça, je trouvais ça bien le fun. Tu sais, je me dis, ça,
ma simple présence à la radio, ça ouvre des dialogues dans des familles. Puis, fait que, tu sais, je pourrais pas dire que c'est pas sécuritaire pour moi parce que j'ai reçu que du beau de mon coming out. En partageant son histoire sur sa plateforme, Carl contribue à créer une communauté plus ouverte et la réception est positive. De son côté, Mme Claude contribue aussi à la création de Safe Space en s'impliquant comme présidente de l'organisme Entraide Trans Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant, au mois de juin, on a signé notre entente. On a des locaux permanents. On a vraiment notre espace. On est en train de l'équiper. On est en train de travailler avec ça. Et là, on va pouvoir offrir tous les services qu'on a toujours voulu offrir. Parce que notre local est très discret par son emplacement. Alors, les gens qui viennent chez nous, il y a plusieurs besoins. Un besoin de socialiser, de partager, tout ça. La personne qui débute la transition, souvent, ce que j'ai vécu personnellement, et je le vois encore maintenant, beaucoup d'appréhension, beaucoup de crainte, la peur de s'exposer publiquement. Donc, on leur permet d'avoir une première approche avec les gens de la communauté qui rencontrent des gens qui vivent la même chose. Aborder une transition, c'est une grande aventure. Il y a les déplacardages à faire. Comment je dis ça à mes parents? Je veux dire que souvent, on rencontre des gens, quand ils viennent aux premières rencontres, ne sont pas encore sortis du garde-robe. Et même là, ils ne se présentent même pas vêtus dans leur genre. OK? Il y a un gros mal à l'aise à cause de tous les tabous et tout ce qui nous suit depuis belle lurette. Donc, ils viennent acquérir des connaissances, des expériences qui leur permettent d'évoluer. Souvent, il y a des gens qu'on va rencontrer pour la première fois qui vont dire « je veux des hormones ». Parce qu'ils ont cherché par eux-mêmes et ils ne trouvent pas de source. Pour nous, les besoins, pour Entraide Trans, je suis en train d'en combler avec le privé. Par contre, actuellement, ce qu'on a besoin, c'est d'assurer la pérennité. C'est-à-dire qu'on a des frais récurrents. On a des besoins encore de bureaux. Il y a un organisme de Montréal qui nous en offre. J'ai un député qui m'offre des bureaux aussi. En tout cas, je brasse, mais on reçoit de l'aide. Pour Carl, Amélie, Zoé, Julie et Mme Claude, la volonté et le besoin d'offrir un environnement accueillant et des soins qui sauvent des vies de la façon la plus abordable possible est bien présente. Leurs efforts sont un cri du cœur, une genre d'onde d'écolocation qui, on espère, sera entendue par des spécialistes en soins transaffirmatifs, qui les appellera vers le Saguenay, l'Abitibi et l'Outaouais, des régions qui les attendent à bras ouverts. Fierté Montréal souhaite reconnaître le soutien financier du programme de promotion de l'égalité des sexes, de l'orientation sexuelle, de l'identité et de l'expression de genre du ministère des Femmes et de l'égalité des genres du Canada, qui a permis la réalisation de la série balado Ensemble pour tous. Réalisée et scénarisée par Marie-Hélène Frenette-Assad, assistance à la réalisation et coordination Geneviève Corrigan, conception et idéation Samuel Desrosiers, recherche Steven Gentil, musique originale Marie-Hélène Frenette-Assad et Geneviève Corrigan, montage et mixage Roxane Potvin. Ensemble pour tous est une production de Fierté Montréal. Mon nom est Coco Béliveau. Merci pour votre écoute.